Après avoir exploré toutes les nouveautés 2025 pour les marques européennes dans la première partie de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 où on va plutôt se pencher sur les modèles asiatiques du salon de Milan. Et pour bien commencer cette vidéo, on va se diriger vers l'un des plus gros constructeurs japonais, Honda. C'est vrai que cette année, il y a eu pas mal de changements au niveau des roadsters chez Honda, surtout un qui a fait pas mal parler de lui, parce qu'il change de style comme de chaussettes, c'est la CB750 Hornet. Alors, certainement que tu vois pourquoi je dis ça, parce que en 2023, Honda, ils nous ont annoncé un nouveau modèle, elle revenait sur le devant de la scène, et puis là, en 2024, on nous annonce un tout nouveau modèle pour 2025. Alors, certainement qu'avec cette mise à jour, ils vont essayer d'aller chercher les jeunes, mais effectivement, je pense qu'on a été tous surpris quand Honda a annoncé un nouveau modèle. Bon, je te coupe tout de suite, ils n'ont pas réinventé la roue, c'est plutôt un facelift. Mais bon, on trouve toujours un bicylindre de 92 chevaux pour 192 kg tout plein fait. Et puis, comme je disais, donc c'est un facelift, on a une nouvelle face avant avec des feux LED. Franchement, je la trouve assez sympa. Ça a l'air un petit peu plus agressif qu'avant. On a aussi maintenant des nouvelles suspensions Showa qui sont entièrement réglables et qu'on peut régler beaucoup plus dur. C'est vrai que c'était un petit peu une faiblesse de cette CB750 Hornet de l'époque, enfin de l'époque 2023. C'est qu'elle avait les suspensions qui étaient un petit peu molles. Et puis on a un tout nouvel écran TFT 5 pouces. On passe maintenant à sa grande sœur, la CB1000 Hornet, qui elle aussi a quand même fait pas mal parler d'elle, surtout l'année passée, parce qu'elle a été présentée au salon de l'EICMA 2023, et malheureusement, en fait, elle n'est jamais sortie en 2024. Donc du coup, Honda, ils ont refait une présentation en 2024 pour la sortir en 2025, et cette fois-ci, normalement, c'est la bonne. Alors, ce qui est hyper intéressant avec cette CB1000 Hornet, c'est que Honda, ils n'ont pas du tout cherché à faire la course à la concurrence, parce que c'est clair que les concurrents, ils font la course à la puissance. On a tous des gros Roadster 1000 qui font près de 200 chevaux, qui sont hyper légers, qui sont hyper sportifs. Et là, non, Honda, ils ont plutôt décidé d'allier plutôt le prix-prestation en proposant une moto qui sera vraiment pas chère. Alors, on n'a pas des performances d'une hyper Roadster, mais par contre, on va se retrouver maintenant avec un Roadster 1000 qui sera dans les 13 000 €. Alors, j'ai pas le prix en francs suisses malheureusement pour mes abonnés suisses, désolé. Mais du coup, avec un Roadster 1000 à 13 000 €, c'est aux alentours, ils vont péter le marché des 1000. Parce que c'est clair que pour quelqu'un qui cherche pas forcément un Roadster sportif, mais plutôt un Roadster 1000 qui a du couple, qui est vraiment sympa à rouler, puis qui a quand même un peu de puissance quand on en a besoin, ça pourrait gentiment être l'idéal. Et en plus de ça, elle a un avant que je trouve vraiment sympa. Alors oui, effectivement, pour les détracteurs, elle ressemble un petit peu à une Street Fighter, mais moi je trouve que ça lui va bien à cette CB1000 Hornet. Franchement, ça la rend vraiment jolie. Et on a ensuite de ça un moteur 4 cylindres de 152 chevaux pour 104 Nm, ce qui suffit largement pour le segment qu'ils ont envie de toucher. Franchement, je pense que pour se faire plaisir, ça suffit largement. On a des étriers de frein Nissin, on a des suspensions Showa, et puis on a un écran TFT 5 pouces avec le Honda RoadSync, donc de nouveau, voilà, encore une fois, toute la connectivité, tout ce qu'il faut, et tout ça pour environ 13 000 €. Franchement, je pense qu'elle va vraiment trouver sa place dans le marché. On arrive maintenant sur la chose qui, à mon avis, a fait le plus parler de Honda pendant cet EICMA 2024, c'est ce nouveau moteur V3 suralimenté. Alors bien évidemment, c'est uniquement un prototype, donc il n'était pas tellement terminé, il n'est pas fonctionnel. C'était plutôt pour de la démonstration et puis pour faire parler de Honda. Donc on retrouve maintenant un V3 ouvert à 75 degrés avec un compresseur électrique dessus. Moi, je pense qu'à mon avis, là, on est gentiment en train de se tourner vers l'avenir parce que c'est clair que, comme pour l'automobile, je pense qu'on est en train de vivre un downsizing des motos. On voit maintenant en MotoGP, ils vont passer en 850 cm3. La grande mode maintenant, c'est les petites sportives avec des moteurs 800, 900. On n'est plus tellement à la recherche maintenant des gros moteurs, donc des 1000, 1100, 1200, comme on pouvait avoir il y a à peu près 5-10 ans, avec 200, 220 chevaux. C'est clair que c'est gentiment en train de s'éteindre. La faute aussi aux normes, parce que c'est compliqué d'homologuer des moteurs comme ça. Et puis, avec ça, du coup, on est en train maintenant de se diriger vers des moteurs plus petits. Et pour pouvoir garder des moteurs petits et puissants ou des moteurs petits et coupleux, alors le gros avantage du compresseur, c'est clair, c'est que déjà ça permet d'avoir des moteurs plus petits, d'avoir des moteurs plus compacts. Et ça, c'est assez cool parce que du coup, on peut mieux centrer les masses, mieux gérer les masses. Et en plus de ça, on a des moteurs du coup qui permettent d'avoir des couples immenses à bas régime. Et ça, c'est super parce que à rouler, un moteur hyper coupleux, c'est méga chouette. Donc je me réjouis vraiment de voir ce que Honda va faire avec ce V3.
C'est des spécialistes des moteurs en V aussi, ils en ont fait énormément par le passé. Donc je pense que certainement que Honda vont pas nous décevoir avec ça. Et il semblerait que ce moteur, dans le futur, sera donc les grosses cylindrées de la marque japonaise. On passe maintenant sur une marque qui malheureusement n'a pas eu énormément de nouveautés en 2025, Kawasaki. Alors malheureusement, c'est bien vrai, Kawasaki, ils n'ont eu pas énormément de nouveautés en 2025. Il y a une mise à jour de la Versys qui a un moteur qui a une plus grosse cylindrée et puis qui prend 15 chevaux. Il y a une nouvelle W230, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et celle sur laquelle je vais m'attarder parce que je la trouve vraiment sympa, c'est la nouvelle Z900. C'est vrai que je suis hyper content que Kawasaki mette à jour sa Z900 parce qu'elle avait tendance à être un petit peu en retard au niveau des technologies. Et là maintenant, avec cette nouvelle mise à jour, ils ont vraiment rattrapé leur retard. Et je trouve vraiment cool parce que c'est une moto qui reste quand même sympa, elle est beaucoup appréciée du public. Et c'était vraiment dommage qu'elle soit un petit peu en retard au niveau des technologies parce que malheureusement, oui, c'est bien beau d'avoir une moto qui est sympa à regarder et tout ça, mais les gens regardent quand même un peu la fiche technique et c'est ce qui avait tendance un petit peu à l'handicaper. On retrouve toujours le moteur de 948 cm3 pour 124 chevaux. Elle fait 213 kg pour la version normale, 214 kg pour la version SE. Elle a eu le droit à une chirurgie esthétique complète, surtout de la face avant. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'ils ont vraiment gardé ce style Sugomi. Ça lui va super bien. Et en latéral, elle conserve toujours son style Z qu'on reconnaîtrait parmi 1000. On a ensuite de ça une toute nouvelle poignée de gaz avec un système Ride-by-Wire directement connecté à un IMU. Cet IMU, donc, il donne accès à des modes moteurs. On en a en plus un qui est entièrement personnalisable, c'est vraiment cool. Et puis, en plus de ça, on a le traction control et un shifter up and down d'origine qui est utilisable à partir de 1500 tours minute. Au niveau du freinage, on a des étriers radio 4 pistons pour le modèle standard et des étriers Brembo pour le modèle SE. Et au niveau des suspensions, on a des suspensions Öhlins pour le modèle SE. Et comme la plupart des nouveautés en 2025, on a un nouvel écran TFT connecté avec GPS intégré. Et là, on arrive chez une marque qui a sorti un modèle méga cool, c'est Suzuki. Donc Suzuki, c'est un petit peu comme Kawasaki. Ils n'ont pas eu énormément de nouveautés. Ils ont la GSX 6000 qui a un nouvel écran couleur et puis maintenant, elle est homologuée Euro 5+, mais c'est tout. Ouais. Pas beaucoup de nouveautés. Et puis par contre, ils ont présenté un nouveau modèle qui a l'air génial, qui est vraiment cool et qui renaît un petit peu de ses cendres. C'est la DR Z4. C'est la renaissance du phénix de la DRZ pour les vieux qui regardent ma chaîne. Mais il y a eu quand même quelques améliorations. Pour commencer, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils ont fait deux versions. Une version S plutôt pour les enduristes et une version SM plutôt pour les mecs qui font du supermotard. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que ça touche un petit peu tous les publics. Et on retrouve, et ça c'est vraiment cool pour une nouveauté 2025, un gros mono de 400 cm3. C'est vraiment dur de faire homologuer maintenant des monocylindres en 2025 avec les normes Euro 5+. Mais il semblerait du coup que Suzuki y soit arrivé et ça c'est vraiment cool. Alors c'est clair que c'est plus un gros mono à carbu comme à l'époque. On a maintenant l'injection, mais on va quand même pas cracher sur le fait qu'on a le droit à un gros mono en 2025. Donc ce moteur, il développe 38 chevaux, puis il a été intégré dans un tout nouveau cadre avec un tout nouveau brassillon et puis il y a une toute nouvelle boucle arrière. Donc vraiment, tout ce qui est partie structurelle, c'est tout nouveau. Et cette moto, elle fait 151 kg pour la version S, donc enduro, et 154 kg pour la version SM. Couplé à ce châssis, on retrouve des suspensions Kayaba. Et maintenant, petite nouveauté qui, à mon avis, a pas trop de sens vu la puissance du moteur, mais bon, pourquoi pas. On voit l'arrivée maintenant d'électroniques qui sont, je te rassure, mon petit puriste, déconnectables. Et pour terminer les motos japonaises, on arrive maintenant sur la marque au diapason Yamaha. On va commencer par la grosse routière de chez Yamaha, la Tracer 9 GT et aussi en version GT+. La différence notable entre ces deux, c'est vraiment la boîte à vitesse automatique qui est d'origine sur la GT+. Alors je te rassure, si tu as envie d'une Tracer 9 GT ou autre modèle avec une boîte automatique, c'est maintenant possible aussi, mais du coup c'est en option. On retrouve maintenant de série des suspensions électroniques sur la version GT et la version GT+. Toujours au niveau d'électronique, on retrouve un régulateur de vitesse adaptatif, mais uniquement sur la GT+. Et là, on voit l'arrivée d'une nouveauté qui vient directement de l'automobile. Voilà, c'est les premiers à faire ça. Et on voit clairement au niveau de l'ECMA que l'automobile déteint sur la moto. Bon, si vous pouvez garder pour le moment vos modèles électriques, ça nous arrangerait. On vous y laisse, l'automobile. Franchement, gardez l'électrique. Nous, pour le moment... Aïe, je me suis fait mal au coude. Non, pour le moment, nous, on aimerait bien garder les moteurs
moteur thermique, s'il vous plaît. Donc, cette nouveauté, c'est l'arrivée des feux à LED adaptatifs. Donc, comme on a maintenant sur nos voitures, avec les LED qui s'éteignent juste où il y a la voiture en face ou la moto en face, maintenant, sur cette Tracer 9 GT et GT+, on a ces nouveaux feux à LED. Ce feu chez Audi, ça s'appelle Matrix, je crois. Donc voilà, maintenant, on a ça sur une moto. Et on a de série sur le modèle GT+, le système TPMS qui permet du coup d'avoir le contrôle de la pression des pneus. Et ça, je trouve vraiment génial parce que voilà, sur une voiture, si on crève un pneu, bon, c'est chiant, mais c'est pas si grave que ça, parce qu'on a quand même encore 3 autres pneus qui tiennent la voiture en place. Sur une moto, si on crève, ça peut vite devenir dangereux. Donc c'est bien qu'il y ait un système qui prévienne le pilote qu'il y a une anomalie dans la pression des pneus. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment une grosse évolution. Et je suis content que ça arrive dans le monde de la moto. On a également le système de détection des angles morts sur la GT+. Franchement, je me demande ce qu'elle a pas, ce GT+. Elle a tous les systèmes qu'on peut retrouver dans l'automobile, c'est vraiment dingue. Et on a aussi un système sur le modèle GT et GT+, que je trouve génial. J'avais découvert ça sur la Triumph Rocket. C'est l'assistance au démarrage en côte. Et ça, c'est hyper agréable une fois qu'on l'a essayé. On passe ensuite de ça sur un modèle phare de chez Yamaha pour les jeunes, la MT-07. Alors, elle a eu aussi son lot d'améliorations. Déjà, au niveau du châssis, où il y a quasiment tout qui a été revu, donc que ce soit les suspensions, les freins, enfin voilà, globalement, elle a été entièrement repensée. Et ça, c'est assez chouette parce que par le passé, c'était un petit peu son défaut, donc ils ont chaque fois gommé avec les nouvelles versions. Donc là, ils améliorent encore ces défauts de l'époque, donc ça, c'est vraiment chouette. Certainement qu'elle doit vraiment être géniale maintenant au niveau de la maniabilité puis de la stabilité. C'est vrai que les premières MT-07, c'était un petit peu un scandale, mais au fil des années, au fil des évolutions, elles sont vraiment améliorées. Donc là, certainement que ce nouveau millésime, il va être encore mieux. On a un tout nouveau style aussi qui reprend le style des MT-09, donc il s'aligne un petit peu dans la gamme. Donc ça, c'est chouette parce que je trouve ce style assez sympa. Je préfère que le style d'avant, donc vraiment cool. Elle hérite d'un tout nouveau bicylindre CP2 de 690 cm3 et puis couplé à ça, on a maintenant la possibilité de mettre la boîte automatique YKMT, donc c'est incroyable. Yamaha, ils ont vraiment adapté cette boîte à tous leurs modèles et même pour les jeunes, on peut l'avoir maintenant. On arrive maintenant sur un modèle que si je pouvais avoir dans mon garage, je l'aurais parce que je l'apprécie vraiment. C'est un peu la baroudeuse, l'aventurière de Yamaha, la Ténéré 700. Alors, elle a eu le droit à un facelift. Je sais pas si toi t'aimes ou pas. Moi, franchement, je préfère le modèle d'avant. Je le trouvais plus agressif. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses. Comme la MT-07, elle reçoit le nouveau CP2 de 690 cm3. Elle reçoit une mise à jour au niveau de l'accélérateur qui reçoit le système YCCT. On a aussi maintenant l'ABS et le traction control qui sont désactivables via un bouton. C'est vrai que sur l'ancien modèle, c'était un petit peu embêtant parce qu'on devait aller dans les menus pour désactiver tout ça. Maintenant, ils ont écouté les utilisateurs et ils ont mis un bouton pour désactiver tout ça. Bah oui, entre nous, elle est vraiment faite pour ça, pour aller faire le con dans les chemins. Donc, il faut qu'on puisse le désactiver rapidement. Et donc, du coup, c'est chose faite. Et puis bon, voilà, encore une fois, Yamaha a écouté les utilisateurs, puis ils ont amélioré les commodos, les repose-pieds. Enfin voilà, il y a eu pas mal de changements, donc je me réjouis vraiment de la tester parce que je pense que maintenant, la Ténéré 700 de l'époque était déjà extrêmement bien. Je pense que maintenant, ça va être difficile de faire mieux. On arrive maintenant sur la MT-09 YKMT, donc c'est un modèle qui a été présenté avant l'EICMA et que j'ai même déjà essayé. Et d'ailleurs, tu peux retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube, donc je vais pas vraiment en parler plus, donc je te laisse aller regarder ma vidéo. Et on arrive maintenant dans le monde du sport chez Yamaha, avec 3 sportives que j'apprécie tout particulièrement. La première, c'est la R3 qui reçoit un nouveau facelift. Elle s'aligne maintenant sur le design R de chez Yamaha. Vraiment super belle. Elle a un nouvel écran, bon, toujours LCD. Elle a aussi un nouvel embrayage anti-dribble. Voilà, pas d'énormes nouveautés, mais en tout cas, au niveau de la gueule, elle est vraiment terrible. Franchement, je la trouve super belle. Et puis, voilà, j'aimais déjà la R3 à l'époque. Je l'avais roulée sur circuit. Je la trouvais vraiment super. Hyper sympa à rouler. Donc là, maintenant, avec un nouvel embrayage anti-dribble et puis cette nouvelle gueule, on a vraiment l'impression d'avoir une grande. Et on arrive maintenant sur le modèle qui a fait le plus de bruit chez Yamaha ces derniers temps. J'ai même dû en faire une vidéo tellement j'étais pas d'accord avec vous. La nouvelle R9. Donc cette R9, elle est sur une base de MT-09. Mais c'est vraiment juste la base parce qu'il n'y a rien d'une MT-09. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma vidéo si tu l'as pas vue parce que j'en parle énormément. J'ai discuté aujourd'hui avec un de mes potes qui est patron d'un garage Yamaha. Il a énormément discuté avec des pilotes qui roulent pour Yamaha et qui ont déjà pas mal roulé CR9 et il paraît que c'est une tuerie. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer et j'ai vraiment hâte que tu l'essayes aussi pour te faire ton avis. Et on quitte maintenant cette R9 très bruyante de par les réseaux sociaux pour rejoindre
la R1 qui a malheureusement fait beaucoup de bruit aussi, mais plutôt l'année passée quand Yamaha ont annoncé l'arrêt de la R1 sur route. Ça, c'était vraiment triste. C'est du coup aussi pour ça que j'ai acheté ma R1M, parce que c'était le dernier moment pour les passionnés de R1 d'acheter une de ces motos. Et là, maintenant, ils nous ont annoncé 2 nouveaux modèles, mais uniquement pour la piste, donc c'est cool pour les pistards. La R1 GYTR, la R1 Race. Et du coup, je vais te mettre les caractéristiques juste ici, parce qu'elles sont longues comme le bras. Mais là, vraiment, Yamaha, ils ont pas rigolé avec la R1. Et je pense aussi, c'est un petit peu pour nous mettre du baume au cœur d'avoir perdu ces R1 sur la route. Enfin, quoique, je suis pas certain que le marché européen pour les R1, il soit méga intéressant, parce que, aux États-Unis et dans les autres pays, ils ont toujours les R1 pour la route. C'est juste que malheureusement, nos politiques de l'Europe font un petit peu trop chuter avec 7,5 € quoi. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais parler d'une marque chinoise qui fait pas mal de bruit ces derniers temps et que je commence vraiment à apprécier, CF Moto. Donc CF Moto, ils sont arrivés avec 3 nouveautés que j'apprécie particulièrement. La 675 SR-R qui est une sportive 3 cylindres de 675 cm3. Ça te fait peut-être penser à quelque chose, mais effectivement, elle a même le son du 3 cylindres britannique. Ensuite de ça, on a la 675 NK, qui est donc un roadster avec un moteur 3 cylindres de 675 cm3. Et puis la troisième moto, c'est une version extrême de leur actuel trail plutôt routier, la 800 MT, qui se transforme du coup maintenant en 800 MTX. Et ça, c'est vraiment cool, parce qu'elle a reçu énormément d'équipements qui permettent vraiment de faire plutôt du terrain, vraiment rouler dans les sentiers battus avec. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que comme tu as certainement vu ma vidéo avec les Touareg, c'est vraiment des motos qui sont faites pour s'éclater dans la nature. Et ça, c'est vraiment mon kiff. Donc j'imagine que ça va être une moto vraiment stylée pour faire du terrain, et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo sur les nouveautés 2025 des motos asiatiques. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires laquelle tu préfères. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!